Bonjour et bienvenue dans Les Volontaires. C'est le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui participent à la recherche médicale de l'INSERM. L'INSERM, c'est le seul organisme de recherche public entièrement dédié à la santé humaine. Je suis Chandrou Kumar, journaliste et docteur en neurosciences. Dans cet épisode, je vais à la rencontre des personnes qui contribuent à une étude fascinante. Elle est née d'une collaboration entre des scientifiques d'un côté et de l'autre des personnes concernées par une problématique spécifique. Il s'agit de comprendre le parcours de vie des personnes transgenres et leur exposition possible au VIH. J'aime dire que la science raconte aussi une aventure humaine. Eh bien, cette étude implique des centaines de personnes dans toute la France. Et dans cet épisode, je voyage entre Paris et Marseille. À Paris, je vais à la rencontre de Giovanna Rincon. Salut Chandrou, bienvenue à l'association. Elle est volontaire dans l'étude et fondatrice de l'association de santé Accept-ST. Cette association lutte contre l'exclusion et les discriminations à l'encontre des personnes dont l'identité de genre est jugée non conforme. La transidentité, c'est juste le fait d'une personne qui ne se reconnaît pas dans le sexe qu'il a été assigné à la naissance et qu'après, dans toute liberté, dans toute autodétermination, elle peut entamer un parcours de changement de genre. Et puis à Marseille, je rejoins les scientifiques Bruno Spire, Marion Mora et Margot Hannequin. Ils appartiennent au laboratoire de sciences économiques et sociales de la santé et traitement de l'information médicale. Donc pour faire beaucoup plus simple, on l'appellera le labo CESTIM. On travaille sur plein de projets de recherche et notamment donc, le projet Trans et VIH dont nous allons discuter. Ok. Allez. On est bon ? On est bon. C'est l'histoire d'une recherche qui part avant tout de la volonté des personnes trans. Bruno Spire, vous êtes directeur de recherche au laboratoire du CESTIM, soutenu par l'INSERM, et vous êtes aussi co-investigateur principal de l'étude sur le parcours de vie des personnes trans et les risques liés au VIH. Comment ça s'est passé quand Giovanna est venue vous voir pour discuter de ce projet ? Giovanna est venue nous voir pour monter une recherche autour des questions qui l'intéressaient. Alors il y avait la prévention, il y avait le soutien aux personnes concernées, et on a plutôt, d'un commun accord, décidé qu'on commençait avec les personnes directement touchées par le VIH, les personnes trans, parce que scientifiquement, c'était peut-être plus solide de pouvoir se baser sur une population qui est suivie à l'hôpital et qui est bien définie pour avoir des résultats qui soient publiables. Vous avez co-construit l'étude avec les personnes trans. Exactement, on a co-construit le programme avec l'association Accept-ST et l'association AIDE qui, à toutes les étapes du projet, nous ont vraiment aidés à concevoir les outils pour monter le questionnaire auprès des personnes. On a eu également des enquêtrices qui étaient des personnes trans pour pouvoir parler plus facilement aux personnes qu'on interrogeait. Et puis aujourd'hui, toute l'équipe est en connexion avec les associations pour interpréter nos résultats. Il n'existait pas en France de données très solides sur le parcours médical des personnes trans touchées par le VIH. Et c'est bien pour ça qu'on s'est rendu compte avec Giovanna qu'on a, chaque fois que Accept-ST avait besoin d'avoir des données solides pour leur plaidoyer auprès des autorités, il manquait de données chiffrées, de données un peu étayées. Et donc, c'est tout l'intérêt de cette étude. La particularité de cette étude, c'était que les personnes y ont répondu de façon anonyme, à part vous, du coup, Giovanna, en tant que représentante de l'association Accept-ST. En quoi c'était important, cet anonymat, dans le cadre des questionnaires ? Parce qu'il y a la question du travail du sexe qui est derrière, et que parmi les répondantes, en grande majorité, toutes elles sont travailleuses du sexe, et que si on ne garantissait pas l'anonymat sur ces questions-là, ça aurait pu être très compromettant pour beaucoup de filles. Et après, pour beaucoup de personnes trans, être trans, ce n'est plus quelque chose dépressant. Elles sont aujourd'hui des femmes et ne souhaitent plus avoir aucun lien avec leur parcours de transition. Donc, voilà, ça fait aussi partie de la question de l'anonymat lié à leur propre parcours de transition, en fait.
Le but de cette étude est donc d'identifier les situations de vulnérabilité au niveau personnel et social des personnes trans qui vivent avec le VIH, de comprendre les obstacles à leur prise en charge médicale, mais aussi leurs besoins de santé. Vous avez administré des questionnaires aux volontaires de cette étude. À quoi correspondaient ces questions ? Je pense qu'une des questions pour moi qui était fondamentale, c'était le niveau de violence qu'elle avait vécu dans son parcours de vie. On demandait, oui, le niveau de violence, la récurrence des violences, si elle avait dénoncé ou pas cette violence. Quand les questionnaires étaient administrés, j'imagine que le fait aussi d'être entre personnes trans concernées, ça pouvait aussi aider. Comment ça se passait ? Un des objectifs aussi de la recherche, c'était que les personnes qui allaient administrer les questionnaires, qui allaient passer les questionnaires avec les personnes concernées, on voulait que ce soit aussi des personnes trans issues de la communauté, et c'est ça qui effectivement a permis de faire en sorte qu'il y a une facilité des réponses de la part des personnes, surtout quand il s'agit de parler des parcours si intimes quand, par exemple, il faut parler du travail du sexe, de parler peut-être de le nombre des rapports sexuels qu'on peut en avoir. Justement, on comprend quand même là, un parcours qui peut être compliqué pour les personnes trans. D'après vous, qu'est-ce qui les motive à venir raconter encore ces histoires, à répondre à un questionnaire qui dure plusieurs heures ? Pour nous, la mise en place petit à petit de plusieurs projets de recherche, dont celui-là, TransVIH, venait en quelque sorte à rendre justice et réparation en quelque sorte pour cette personne, en leur disant voilà, enfin, la communauté trans a été capable de s'organiser, de se mobiliser, même sur le plan de la recherche. Et maintenant, on va s'en occuper pour réclamer ensemble, mais dans son volet scientifique, en produisant des données ensemble. Mais pour le faire, il faut que tu sois aussi participatif et que tu puisses répondre. Alors Marion Mora, vous êtes ingénieur de recherche INSERM et vous vous êtes occupé de la récolte des données de l'étude. Comment ça se passe la transmission comme ça de méthodes quelque part scientifiques à des personnes qui ne le sont pas ? On aura expliqué du coup le respect du protocole et du circuit de données. Ça a été essentiellement sur ça qu'a porté la formation. Et elles ont apporté toute leur expérience de vie auprès des personnes. Et donc, voilà, sur ça, on n'a pas eu besoin de les former à l'empathie, à la bienveillance, à la non-discrimination. Tout ça, c'est des choses qu'elles ont faites d'elles-mêmes, quoi. Quel est le nombre de volontaires qui a été inclus dans cette étude ? Comme c'est un projet en fait à visée exhaustive, on cherchait à atteindre quasiment la totalité de la population suivie dans les services VIH en France. Donc on avait estimé à peu près à 900 personnes et au final on a réussi à en enquêter 500. Grâce au questionnaire, on va pouvoir commencer à identifier les contours des parcours de vie des personnes trans et les risques liés au VIH. Alors Margot Hannequin, vous êtes ingénieure de recherche au laboratoire du CESTIM. Est-ce que vous pouvez me parler un peu des premiers résultats de cette étude ? C'est une enquête qui montre que les femmes trans vivant avec le VIH, elles ont une situation sociale et administrative difficile. Elles font face à une grande précarité et notamment en partie liées au fait que elles sont très peu, par exemple, à avoir des papiers d'identité qui correspondent à leur genre. Seule une sur 4, 25%, a des papiers qui correspondent à leur genre. Donc dès lors, pour bien comprendre, ne serait-ce que l'étape de la prise en charge médicale peut être compliquée, parce que si on n'est pas genré correctement, ça peut être compliqué d'un point de vue médical pur. D'après vous, quelles seraient les recommandations possibles en prévention de la santé sexuelle ? On va pouvoir vraiment décrire, notamment par exemple sur l'accès au dépistage avant le diagnostic qui est très faible. Par exemple, dans le cadre des personnes qu'on a interrogées, elles sont seulement 1 sur 2 à avoir eu accès à un dépistage avant le diagnostic VIH. C'est-à-dire que le diagnostic VIH, c'est le premier dépistage. La première fois qu'elles vont faire un test VIH,
sont identifiées comme séropositives. C'est ça. Donc ça montre un vrai manque d'accès au dépistage dans cette population. Donc là, on sait qu'il va y avoir des efforts à faire de ce côté-là. On sait que le milieu médical, pour les personnes trans, c'est un milieu où elles ont connu énormément de discrimination, qu'elles continuent en subir, et donc elles vont pas aller forcément. Vous n'avez pas envie d'aller voir le médecin si vous savez qu'on va vous faire des réflexions sur votre genre, sur votre identité, sur votre manière de vous habiller. Donc vous allez juste pas y aller. On le sent dans votre façon de raconter l'étude, qu'il y a une vraie horizontalité et un partage aussi des responsabilités, ce qui est quand même assez rare dans une étude scientifique. La plupart du temps, les volontaires il y a un mur entre les volontaires d'un côté et les scientifiques de l'autre. Là, c'est vrai que ce qui est très intéressant dans votre étude, c'est que pour le coup, il n'y a pas du tout un mur. Au contraire, il y a un pont, quoi. Oui, c'est elles qui nous apprennent tout, en fait. Enfin, nous, on est là pour mettre en forme de manière scientifique, d'appliquer la méthode scientifique, mais on a beaucoup d'humilité, quoi. Je pense que et pour faire de la recherche communautaire, c'est ça, il faut être humble en tant que chercheur sur les connaissances qu'on a, de se dire que nos connaissances sont au même niveau que les connaissances des personnes concernées, quoi. C'est incroyable, une étude où des scientifiques apprennent des choses, on est preneurs. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Vous-même, Giovanna, vous avez répondu au questionnaire. Quelles émotions ça a fait en vous quand vous avez répondu à ce questionnaire, qu'en plus, vous avez contribué aussi à créer? Répondre au questionnaire, c'était pour moi, enfin, la conclusion et l'aboutissement d'une chose qui me semblait extrêmement vitale dans la production des données pour démontrer quel impact de l'épidémie du sida dans la population trans avait été ignoré et que nous, on était là pour rappeler qu'en répondant, et moi, à ce moment-là où je répondais, au-delà de l'émotion de devoir répondre aux questions très intimes, j'étais aussi dans la fierté de remplir un questionnaire qui allait servir à quelque chose pour la communauté. J'ai hâte de découvrir les résultats quand ils seront publiés. À très vite pour de nouvelles rencontres scientifiques avec les volontaires. Merci d'avoir écouté cet épisode, consacré aux volontaires qui participent à la recherche sur le parcours de vie des personnes trans et leur possible exposition au VIH. Les volontaires, c'est un podcast de l'INSERM, produit par Maison Caprod. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Pensez à nous mettre 5 étoiles sur votre appli, ça nous aide vraiment.